Donc bon, alors Gilles Reynaud, je travaille sur le site de Orano à Pierrelatte. Ça fait 29 ans que donc, je suis dans la filière nucléaire. Aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai une licence sur le risque technologique et professionnel. Donc alors, au départ, c'était donc de la gestion des déchets. Après, j'ai intégré des équipes qui étaient opérationnelles sur des installations où on faisait de l'assainissement, de la décontamination. Donc là aussi, pareil, on m'a compagnonné, on m'a accompagné pour apprendre à quoi ça consiste de décontaminer, d'assainir en local. Après, on a fait un peu des interventions de maintenance. Donc là, c'est un petit peu plus ma partie. J'avais des bases de mécanique. Donc voilà, un écoute 24, je sais ce que c'est, un boulon, une clé, je sais ce que c'est aussi. Donc j'ai continué comme ça quelques temps, donc toujours avec des contrats en intérim. Je crois que j'ai dû faire jusqu'à 14 contrats en intérim sur pas mal de temps. Et tu disais que tu étais bien payé, c'est-à-dire que tu étais payé. Alors à l'époque, c'était des francs. Ouais. Le SMIC, donc à l'époque, devait être à 7000 francs. Et on arrivait vite à faire 10 000 francs. Voilà. Donc c'était quand même à l'époque important. Puis j'étais jeune. Voilà, j'ai pu changer de bagnole rapidement, quoi, voilà. Et puis bon, l'ambiance était bonne. Il y avait de. Comment dire. À aucun moment, quand tu as choisi ce travail, qui était plutôt pas trop mal rémunéré, les questions de santé, de risque, de. Je ne me les posais pas vraiment. Pas vraiment. Pour moi, c'était pas une priorité. Je voyais les gens faire. Je me disais, bon, ben, on est protégé, on a des équipements. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous arriver si nous respectons ce qui est défini. Et entre vous, parce que tu disais que tu étais compagnonné, les plus anciens en parlaient sur. Les plus anciens avaient, oui, des attitudes un peu plus interrogatives. Et on voyait bien que eux avaient fait certaines choses par le passé qui étaient dans de moindres conditions que ce que l'on pouvait faire actuellement. Donc, on va dire avec le temps, nous avons amélioré les conditions d'intervention. Il y a encore un pas à franchir parce qu'on peut toujours améliorer. Mais quand tu disais que tu étais, donc tu étais intérimaire et que tu en avais fait beaucoup, est-ce que tu avais un suivi médical, par exemple? Comment il s'organise un suivi médical quand tu changes de boîte plein de fois? Alors, ben, on va dire ça, c'est les médecins, donc, ils sont organisés en CIST, en comité interentreprises de santé au travail, autour de tous les sites nucléaires EDF, les 19 qu'il y a sur le territoire. Dans le rayon des 20 km, il y a un comité interentreprises de santé au travail. L'idée, c'est de regrouper tous les salariés extérieurs sur des médecins qui vont les suivre annuellement ou plus longtemps, enfin, tous les 2 ans ou 5 ans en fonction des activités qu'ils peuvent faire. Donc moi, mon dossier médical aujourd'hui, c'est vrai qu'il est assez considérable, il est assez épais. Et bon, aujourd'hui, avec l'âge, je me pose, et puis je vois autour de moi des copains qui développent des pathologies, hein, et donc je me pose des questions. Quelle pathologie? Ben, des pathologies de leucémie, des pathologies de cancer. Voilà. Tu disais que donc très tôt les salariés qui soient statutaires, intérimaires ou même stables dans une entreprise de sous-traitance font l'objet d'un suivi. Mais est-ce que vous faites l'objet par exemple d'études de longue durée, sur l'épidémiologie, des choses comme ça? Est-ce que tu sais s'il y en a eu? Oui, et je vais pouvoir te répondre, Sergio. En fait, il y a eu une étude qui a été faite sur les effets des petites doses, qui date de 3-4 ans. Cette étude a pris en compte toutes les données qu'ont transmises les exploitants français, très tardivement. Cette étude, initialement, elle a été mise en place par les Canadiens, les Américains, qui eux ont regardé un petit peu dans les profils des salariés, la dosimétrie de ces personnes, et puis si derrière elles partaient en bonne santé à la retraite, entre guillemets, ou si elles avaient développé des problèmes. Les Français, nous avons été les derniers à transmettre ces données, et toutes ces données, bien sûr, concernent les agents statutaires. Les sous-traitants, il n'y a pas aujourd'hui d'études sanitaires sur notre situation.
Alors c'est quelque chose que nous, l'association, nous avons soulevé au sein de l'IRSN, l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire. Ton association, elle existe depuis combien de temps d'ailleurs? Alors le site internet existe depuis bientôt 10 ans et l'association elle a 4 ans. Et vous êtes combien? Dans l'association, on est moins de 100. Oui. J'estime Et que c'est une des revendications de faire l'objet que les salariés de la sous-traitance fassent l'objet d'une étude épidémiologique, enfin, pas simplement d'un suivi? Entre autres. Parce qu'aujourd'hui, oui, cette étude, donc, elle a pris en compte, on va dire, les exploitants nucléaires, les agents statutaires. Depuis les années 90, ils ne sont plus réellement exposés comme nous pouvons l'être. Et donc, toutes ces données dosimétriques sont erronées. Donc, il faut il y aura une discussion au mois de mars avec l'IRSN à laquelle je vais participer pour parler des effets des petites doses. On voit bien la différence entre agents statutaires, donc c'est des salariés qui dépendent d'EDF, qui sont ou d'Areva anciennement. Mais pourquoi tu dis en effet qu'ils ne sont plus exposés? Ils travaillent quand même dans une centrale. Alors, ils travaillent dans une centrale, mais aujourd'hui, leur métier est plus, on va dire, du suivi de l'activité, une surveillance, on va dire, ce sont des chargés d'affaires, et ce ne sont plus des gens qui vont effectuer le geste professionnel. Il n'y a plus de mécaniciens, il n'y a plus de robinettiers. Tout ça, c'est de la sous-traitance. Tout à fait. Alors, EDF se rend compte qu'il a perdu justement un petit peu ce savoir, et ils sont en train un peu de reprendre des activités de robinetterie. Ce sont des métiers qui demandent des compétences reconnues, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et puis donc, tout ce qui est des activités de calorifuge, échafaudage, logistique nucléaire, servitude nucléaire, gestion de déchets, qui étaient faites avant par des agents statutaires. Elles ne se font plus depuis les années 90. Tu disais que tu étais bien payé quand tu as commencé, mais sans doute si tu avais été agent statutaire, tu aurais été beaucoup mieux payé. Oui. Alors bien sûr, on a tous, moi le premier, bien évidemment, quand je suis rentré dans cette filière, je me disais, j'ai toujours espéré un jour franchir le pas, avoir le statut des IEG, industrie énergique et gazière, ou passer au côté Areva. Bon, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, je suis dans une filiale. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, je pense, c'était le souhait de beaucoup de gens, on va dire, il y a quelque temps. Vu la conjoncture aujourd'hui, elle est peut-être un peu revue à la baisse. Comment vit-on quand on est un sous-traitant et donc quand on est particulièrement exposé aux risques et aux questions de sécurité? Les accidents, par exemple, qu'on a connus, que ce soit, tu ne travaillais pas encore, mais Tchernobyl ou plus récemment Fukushima. Ouais, Tchernobyl, donc oui, c'est vrai que ça remonte loin. Je crois aussi que j'avais commencé, ça fait combien, 26 ans, Tchernobyl? Ah non, plus. Tchernobyl, c'est 86. Beaucoup plus. Oui, 30 ans. Ouais, donc ouais, peut-être que je commençais, je pense. Voilà. Fukushima, oui, ça m'a beaucoup plus marqué. Alors c'est vrai que c'est plus récent, il y a 7 ans. Ça m'a beaucoup plus marqué. C'est vrai que de voir en direct, c'est un samedi, à la directe, ces informations et puis ces bâtiments réacteurs exploser. Je dis oh là là, c'est catastrophique pour les populations. J'ai pensé de suite, on va dire, aux gens à proximité, quoi. Et de se dire que nous aussi, on en a des bâtiments réacteurs sur notre territoire, il y en a 58, et que si ça venait à nous arriver, ça aurait de graves conséquences pour le pays et pour nous tous, quoi. Donc oui, ça nous fait réfléchir. On voit bien qu'il y a des normes aujourd'hui à respecter. La SN, on va dire, là-dessus, demande aux exploitants de se mettre aux normes post-Fukushima, et c'est très bien, de se mettre à des normes antisismiques, de mettre des capteurs de détection de secousses, et puis on arrête la tranche automatiquement, de monter des digues s'il y a un risque d'inondation, des choses comme ça. Je trouve ça normal que l'ASN demande aux exploitants de se conformer, on va dire, à cette nouvelle réglementation. Ça a un coût, forcément, pour l'exploitant. Et pour l'État. Et pour l'État aussi, voilà, les concitoyens. Et après, la sûreté nucléaire, c'est l'homme, quoi, aussi, qui est acteur de tout ça. Au quotidien, les copains sur les sites nucléaires, où qu'ils soient, à EDF, à Orano, au CEA, sont acteurs dans leurs gestes au quotidien, les garants de la sécurité et de la sûreté.
Et donc, là aussi, en termes d'organisation du travail et de reconnaissance sociale, il faut faire quelque chose, parce que si c'est le moins-disant social qui l'emporte, si on banalise les métiers des gens, si on banalise les expositions professionnelles, on va dire, mais le premier venu peut faire le travail. Alors que c'est complètement faux, quoi. Ces métiers de la sous-traitance dans l'industrie nucléaire, ils seront particulièrement utiles en cas de sortie planifiée, en fait. Bien sûr. Comment tu t'imagines dans un futur qu'on souhaite proche, si le gouvernement venait à décider la fermeture, le chiffre avait été annoncé de 25 réacteurs avant 2025-2026. Alors, arrêter des tranches, on va dire comme ça va nous prendre un certain temps. Donc, on aura besoin de ces personnels pour évacuer le combustible, mettre en sécurité les installations, faire une surveillance. Et puis, quand il va falloir démanteler, un peu le problème que nous avons, c'est qu'on a commencé à démanteler Brédénis et ça fait plus de 40 ans que nous sommes dessus, quoi. Oui. On n'a pas encore montré justement ce savoir que l'on devrait avoir, que nous maîtrisons notre affaire, quoi, du début à la fin. Et là, en termes de retour d'expérience sur des opérations de démantèlement, côté EDF, c'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes. On n'a pas encore prouvé qu'on savait démanteler complètement un bâtiment réacteur. Et pourquoi? Alors pourquoi? Peut-être que financièrement, il manque des provisions. Peut-être qu'on a mal évalué tout ça au départ, on va dire, hein, et qu'aujourd'hui, il y a des opérations à faire qui, je crois, on veut reporter à une génération future. Enfin, on veut faire ça dans 100 ans, quoi. Le démantèlement, on va peut-être attendre un petit peu avant de... On va parler de décroissance radiologique pour éviter aussi de ne pas exposer des hommes ou des femmes à de la radioactivité forte. Donc tout ça, oui, c'est des sujets auxquels on est attentifs. On fait du démantèlement aussi côté des installations militaires, du CEA en particulier. À Cadarache, on a fait du démantèlement, la TPU, plutonium. Donc là, les copains qui sont intervenus ont fait un boulot gigantesque, quoi. Et bon, il y a eu quelques incidents, des événements, malheureusement, voilà, des contaminations internes, de la dose engagée. On a trouvé plus de matière que ce qui était prévu initialement. Enfin voilà, ça fait désordre un petit peu, quoi. Tu racontais tout à l'heure le suivi médical, en fait. Et je crois savoir que tu habites pas très loin, en plus d'une zone particulièrement dense. Est-ce que les familles sont concernées, par exemple, par le suivi, ou simplement les salariés? Est-ce que la population fait l'objet de suivi particulier ou d'informations particulières? Alors, la population, non, à ma connaissance, ne fait pas de suivi particulier. Moi, mes enfants, ma famille, enfin ma femme non plus. Les salariés, oui, évidemment. Évidemment, nous appelons ça une surveillance médicale renforcée. Tu penses que les familles devraient être concernées aussi par un suivi, les enfants, par exemple? Alors, ce que nous savons, petit à petit, ce que nous apprenons des salariés qui ont été exposés à de la radioactivité ou qui ont été contaminés internes, ça peut avoir une incidence sur leur descendance. Donc oui, aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve contaminé interne se pose énormément de questions. Je vais prendre un exemple, hein. C'est un incident qui s'est passé sur le site du Tricastin en 2009. On était en arrêt de tranche, et puis, donc arrêt de tranche, beaucoup d'interventions dans le bâtiment réacteur. On avait une visite de députés présents sur le site. Ils étaient en salle des commandes à ce moment-là. Et puis, on a eu une détection de contamination atmosphérique dans le bâtiment réacteur. Évacuation du bâtiment réacteur, c'est des consignes. Alarme, les personnels évacuent. Ils étaient plus d'une centaine dans le bâtiment réacteur. Toutes ces personnes ont évacué. Suspicion de contamination interne. Toutes les personnes vont au service médical d'EDF, du Tricastin. Ils passent des entrepôts gammamétriques. Et pour certains, on leur dit, c'est bon, en dessous des seuils de détection, toi, on te verra un petit peu plus tard, on t'en parlera. Voilà. Et je me suis retrouvé confronté, moi, avec des collègues
j'étais secrétaire de CHSCT, des personnels, 9 personnes exactement, qui se retrouvaient contaminées internes. Ils avaient dépassé le seuil de détection. Et je me retrouvais en face de jeunes femmes, précaires, intérimaires, et qui me disaient, mais Gilles, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que j'ai vite sollicité mon employeur pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là précaires? Comment on peut les sécuriser, entre guillemets? Donc déjà, il était hors de question d'embaucher ces personnes, parce que derrière, l'employeur me disait, mais tu te rends compte, Gilles, si nous faisons ça, le premier venu, travailleur précaire, va ouvrir une vanne, il va se contaminer interne et puis il va nous demander un CDI. C'est quand même, voilà, on n'est pas des kamikazes, quoi. On va pas, les gens, enfin, j'avais du mal à... C'est dingue, c'était l'argumentation de mon employeur. Donc on a fait comprendre que si jamais... que les gens allaient se contaminer eux-mêmes volontairement pour obtenir un contrat en CDI. Voilà. Donc ils ne voulaient pas faire cette démarche. Donc nous avons insisté, nous avons dit qu'on était prêt à saisir la presse, à faire un scandale, parce que moi je me retrouve en face de jeunes femmes qui me disaient, mais Gilles, si j'ai des enfants plus tard, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je ne suis pas docteur, moi. Je ne suis pas docteur, je représente du personnel, je suis au CHSCT, mais je n'ai pas toutes ces connaissances et je ne pouvais pas apporter les éléments. Et ça, j'ai regretté par contre que nos députés qui étaient en salle des commandes à ce moment-là, qui ont vu les voyants s'éclairer et puis comprendre qu'il se passait quelque chose, n'étaient pas présents à l'intérieur du bâtiment réacteur. Parce qu'eux aussi auraient été passés à l'entrepôt gammamétrique. Et tout ce temps-là, ils auraient peut-être un petit peu cogité en se disant, je suis peut-être contaminé interne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que si jamais j'ai des enfants? Voilà, ils se seraient posé peut-être les bonnes questions que nous posons. Est-ce que tu as une idée des chiffres de contrats, enfin de types de contrats dans la sous-traitance? C'est des contrats CDI, des CDD, qu'est-ce qui est le plus pratiqué aujourd'hui en fait? Alors aujourd'hui, sur les sites à Orano, ils ne veulent plus trop de précarité, plus de CDD. À l'époque, c'était le cas. En fait. Oui, ça a été le cas. Ouais, ça a été le cas. Sur EDF, alors c'est vrai qu'on voit sur les arrêts de tranche, comme je disais tout à l'heure, il y a un besoin humain, on va dire, humain. Après, en termes de compétences, voilà, on jongle avec les équipes, on jongle avec le personnel qu'on a à disposition. Et là, on fait souvent appel à des travailleurs précaires, CDD, voire de l'intérim. L'intérim est toujours, il y a toujours recours à l'intérim, comme quand toi tu as commencé. Il y en a toujours un petit peu, sauf qu'aujourd'hui il a évolué, parce dans le cadre de la loi travail, on peut faire aussi des CDIC, des contrats de durée indéterminée de chantier. Ça permet aussi de ne pas donner aux travailleurs qui sont en intérim les 10% à la fin de la mission. Voilà. Donc, ça coûte moins, le contrat coûte moins à l'employeur. Ça coûte moins. Voilà. Et ce côté économique, Sergio, m'insupporte aujourd'hui, de voir que les stratégies d'entreprise sont liées à ça, essentiellement. Et que ce n'est pas sur des enjeux plus techniques, plus d'intérêt général, de sûreté, de sécurité, et que c'est qu'un aspect économique, une relation commerciale entre un client, un donneur d'ordre et un prestataire. Vous devez comprendre que dans le nucléaire, aujourd'hui, les salaires se font à hauteur de 40% avec des primes. Donc ces primes sont aléatoires, c'est pas des... Toi, par exemple, en moyenne, tu as combien de primes? Alors moi, j'en ai beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup moins sur des activités en zone contaminante, par exemple, où on doit mettre des surtenues, des choses comme ça. J'en ai pas, mais j'ai d'autres copains qui, eux, c'est leur quotidien, et qui donc touchent une prime d'incommodité, ce que l'on appelle le port du masque ou une surtenue, le port d'une tenue spécifique par rapport à un risque. Donc il y a un défraiement, on va dire, par rapport à cette exposition. Et le paradoxe, c'est qu'on reconnaît une exposition, puisqu'on équipe les gens pour qu'ils se protègent, et en termes de reconnaissance de pénibilité, on n'en parle pas. Ça peut représenter combien les primes en fait? Alors les primes, une prime on va dire de masque, ça peut aller jusqu'à une hauteur de 15 € par jour. Voilà. Donc quelqu'un qui va travailler 20 jours dans le mois, 20 x 15, 300, ça peut faire 300 € de plus sur le salaire. C'est le taux horaire, on va dire, qui est très bas, on est guère plus haut que le SMIC aujourd'hui. On a des copains qui ont 10 ans, 15 ans d'ancienneté, qui sont à peine à 11 € de l'heure.
Le SMIC est à 9,70 €. Voilà. C'est pas si bien payé que ça, quand même. Aujourd'hui, non, mais ouais. En fait, ça n'a pas progressé depuis le moment où toi t'es Pas du tout. rentré, ça a pas... Pas du tout. Pas du tout. Donc aujourd'hui, et ces primes, donc, elles sont en fonction d'une activité que l'on va faire. Les managements aujourd'hui ont des consignes de réduction des coûts. Donc si les gens avaient négocié quelques primes de masque alors que même ils ne le portaient pas, aujourd'hui on les enlève. Ça fait de l'argent en plus, on va dire, pour les actionnaires, quoi. Et les salariés d'EDF ou anciennement d'Areva, donc tu disais que la CGT était plutôt première organisation chez EDF et chez Areva elle arrive que quatrième. Et chez les sous-traitants, en fait, il y a une forte syndicalisation ou c'est très variable? C'est très très variable. Parce que donc sur les 2500 entreprises qui travaillent pour l'industrie nucléaire, on va dire il y a une centaine qui seraient des gros groupes, qui est donc supérieur à 50 salariés, qui auraient droit à des organisations syndicales. Oui, on a beaucoup de copains et de collègues qui se retrouvent un petit peu isolés, parce qu'ils sont dans des petites sociétés, 20, 30 salariés, et ils n'ont pas vraiment un appui syndical dans leur entreprise. Donc nous, on leur ouvre les bras, bien évidemment, pour les aider quand ils sont en difficulté. Et là aussi, l'association Amazon Contrôlée existe aussi un petit peu par rapport à ça. Parce que les syndicats, ils existent, ils sont présents, ils font certaines choses, pas suffisamment, je le regrette. Et nous, l'association Amazon Contrôlée, justement, nous voulons aussi dire aux salariés qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils doivent s'approprier leur avenir, quoi, et qu'ils doivent participer aux discussions, oser, quoi. Il faut qu'ils osent pour améliorer cette situation. Avec les ordonnances et la suppression des CHSCT, ouais, la situation sanitaire, elle va quand même se compliquer, non? Complètement. Complètement. Donc moi, j'ai fait toutes les grèves contre les lois El Khomri, la loi XXL. Et aujourd'hui, on voit un petit peu l'impact que ça a au sein de nos entreprises. C'est qu'on va supprimer le CHSCT, ça va être des CSE, des comités socio-économiques. On ne va pas faire de la prévention comme on devrait le faire. On va accompagner, pareil, l'entreprise dans une stratégie qu'elle aura choisie, économique, et donc on va faire en sorte que les salariés soient accompagnés. Moi, je suis un militant, je suis un syndicaliste, et je veux militer, moi, pour l'obtention de nouveaux droits et faire de la prévention. Faire de la prévention. Je ne veux pas qu'on attende que les copains tombent malades pour qu'on les soigne. Je préfère qu'on leur donne les moyens de travailler en sécurité, dans les règles, et d'attendre qu'ils soient malades, quoi. Je ne vois pas. Donc mettre en avant les travailleurs de la filière statutaires comme sous-traitants, parce qu'aujourd'hui donc le statut EDF, Orano, CEA est attaqué aussi, hein, on rogne leurs conquis sociaux. Nous, les sous-traitants, n'en parlons pas, nous n'en avons pratiquement pas, parce qu'il n'y a pas une réglementation faite pour faire en sorte que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et donc le donneur d'ordre, il a la possibilité de prendre le moins-disant social. Et il ne se gêne pas de le faire. On ne regarde plus la qualité du travail, on ne regarde plus des critères techniques, on regarde le coût du travail. Donc ça me semble important. On a des salariés qui sont sur les installations en permanence, c'est des sous-traitants. Le jour où nous avons un incident, est-ce qu'on va devoir attendre 24 heures que les équipes interviennent pour minimiser l'incident? On pourrait peut-être demander à ces salariés qui sont présents sur le site, sur la base du volontariat évidemment. Et puis la finalité, c'est de reconnaître aussi le statut, le travail que ces personnes réalisent. Parce que quand on voit les exercices qui sont faits aujourd'hui, on rigole. Parce qu'ils ne savent pas, les exploitants, où se trouvent les prises électriques, les tuyaux, les machins. Et les sous-traitants, ils ont cette maîtrise, ils connaissent les installations. Donc si on veut minimiser un incident, je pense que c'est au plus proche de l'incident, avec les personnes que nous avons à disposition, que l'on doit essayer peut-être d'envisager, de faire en sorte qu'on minimise l'impact, voilà, avant que la force d'action arrive d'EDF, d'accord ?
La sous-traitance, donc c'est de l'injustice sociale. Par contre, quand les exploitants parlent de la sous-traitance, ils disent que ce sont des compétences rares, des compétences pointues, une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre de spécialistes. Mais tout ça n'est pas reconnu financièrement, socialement. Voilà. Aujourd'hui, la sous-traitance, donc, c'est de la maintenance spécialisée, l'exploitation d'installations. Sur les sites Orano, nous exploitons les installations de traitement de déchets, par exemple. On ne pilote pas, comme j'ai dit tout à l'heure, les réacteurs encore. Hein. Peut-être qu'un jour, ça va leur venir à l'esprit de dire on donne les clés à Vinci de la tranche 1, par exemple, du Tricastin, et c'est eux qui l'exploitent. Advienne ce qu'il advient. Tu vois, ouais, Bouygues, je ne sais pas moi qui peuvent. Mais ils ont les compétences pour faire ça? Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Après, voilà, ce sont des gens qui sont en salle des commandes qui vont, eux, faire en sorte d'être sur le réseau, parce que quand on est sur le réseau, il y a des clients au bout. Voilà. Par contre, tout ce qui est de la maintenance préventive, des choses comme ça, peut-être qu'eux, ils vont attendre que ce soit du curatif. Et que là, si on donne ça à du privé, ils risquent d'aller à la limite de la machine. Et la machine, aujourd'hui, elle est en mauvais état. Elle est vieillissante. D'accord ? Donc on fait de la logistique, en particulier sur les installations nucléaires, que ce soit à EDF, à Orano. La logistique, c'est le mot moderne. Avant, ça s'appelait la servitude nucléaire. Tout ce qui est assainissement, décontamination. Alors ce n'est pas du nettoyage, comme on peut avoir classiquement dans un bureau. Hein. Ce n'est pas des femmes de ménage, ce sont des assainisseurs qui font ce type d'activité. On fait du démantèlement, on fait de la radioprotection. Alors ça, c'est une activité quand même qui, moi, me semble le cœur du métier du nucléaire. La radioprotection, c'est protéger l'homme et l'environnement de tout rejet accidentel radioactif. Si on donne ça à des entreprises privées, là aussi, c'est un peu guinguette. Parce que les exploitants nucléaires se dédouanent sur une entreprise, on va dire, sous-traitante, de cette responsabilité majeure qui est de garantir la sûreté nucléaire. Et ça, la radioprotection, c'est inadmissible qu'elle soit sous-traitée. Donc il y a là une différence de statut, bien évidemment, entre les agents EDF à Orano. Ils sont attaqués, comme j'ai dit. Aujourd'hui, le marché est très concurrentiel. Il y a des conventions collectives qui sont donc inadaptées, en particulier la convention collective Syntec. Donc c'est les bureaux d'études et les ingénieurs. En face, il y a des conventions collectives de la métallurgie qui se rapprochent plus de ce que nous faisons réellement. Mais la convention collective Syntec est 30% moins chère. Donc sur un appel d'offres, l'exploitant va choisir le moins disant social et donc l'entreprise qui a la convention collective Syntec. Tout ça, in fine, ça se répercute sur des conditions de travail parce que des gens qui ne sont pas bien dans leur tête sur leur casque de chantier, ils peuvent faire des bêtises. Le facteur humain prend toute sa place et le facteur social aussi. Okay, parce que par exemple, si tu veux, aussi après l'accident de Fukushima, on a fait des évaluations complémentaires de sûreté. Les inspecteurs sont venus sur les sites pour regarder si les digues étaient assez hautes, tout ça. Et puis à un moment donné, ils se sont quand même penchés, parce qu'on les a interpellés à Cruas, sur l'humain, sur les hommes, les salariés. Donc ils ont réfléchi sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Et ils se rendent compte aujourd'hui qu'à force de faire de la moins-disance, les salariés, quand ils sont à faire une activité, ils n'ont pas, la rigueur qu'on doit attendre d'eux. Parce que, les conclusions des rapports après... C'est l'ASN, tout ça qui le dit dans ses rapports. Et donc, voilà, la sous-traitance, l'exploitant ne sait plus la surveiller, parce qu'il ne sait plus faire, lui, le métier. Il ne sait plus faire le geste. Alors, comment contrôler quelqu'un quand on ne sait pas faire son métier? C'est quand même compliqué, quoi. Alors aujourd'hui, cette relation est très perverse, parce que les donneurs d'ordre, ils ont des consignes de mettre des pénalités financières aux entreprises sous-traitantes pour que quand l'employeur va chercher le montant de la prestation qui a été faite, on lui mette des pénalités et on enlève quelques centaines de milliers d'euros. D'accord ? Donc cette relation n'est pas faite pour travailler ensemble, quoi, tu vois. Il y a une inégalité de traitement et ça, c'est très pervers. Les gens ont peur. Le flicage, il y a des mecs qui prennent en photo. Au lieu de te taper sur l'épaule et te dire « Pierre-Yves, tu es en train de faire une bêtise, ne fais pas comme ça », non, on va te prendre en photo, puis on va aller voir le responsable, de dire « ça y est, j'en tiens un ». Quand il vient, lui, son patron, là, vous lui dites on enlève tant d'euros. Voilà. Ça, c'est inacceptable.
Mais donc, qui prend qui en photo, qui contrôle? Eh bien, le salarié qui ne porte pas son casque de chantier, par exemple, qui va mettre un déchet dans un sac inadapté, hop, on va le prendre en photo, on va l'identifier, et puis quand son patron va venir demander le chèque de la prestation qui a été faite, on va lui dire, hop, 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 il y a eu un écart à tel endroit, on a regardé, on a une photo, voilà. Et ça, c'est pas constructif. Donc les salariés aujourd'hui sur les installations, ils travaillent la peur au ventre. On n'est pas serein. Et ça aussi, c'est... Ensuite, ils ont des problèmes avec leur patron Exactement. Dans la boîte de sous-traitance. Il y a des dommages collatéraux derrière tout ça. Voilà. S'ils déclenchent des portiques de contrôle de non-contamination, heureusement qu'ils sont là, ces portiques, eh bien, on va dire aux salariés, tu travailles mal. Et puis, si jamais tu en as plusieurs, ça peut aller jusqu'au licenciement. Voilà. Alors que ces portiques, ils sont là quand même pour contrôler, qu'on ne sorte pas de la contamination ailleurs. Donc oui, pour revenir sur les évaluations complémentaires de sûreté, le CSFN, donc le Comité stratégique de la filière nucléaire, a élaboré un cahier des charges social. Ce cahier des charges sociales, donc c'est M. Éric Besson, qui est le maire de ma commune, qui chaque fois qu'il me voit, il me dit, tu vois, j'ai pensé à toi, sauf qu'il ne m'a jamais sollicité pour en parler, parce qu'il est vide, ce cahier des charges sociales. Aujourd'hui, quand une entreprise perd un contrat, le repreneur, l'entreprise qui reprend l'activité, elle reprend la totalité du personnel, mais elle ne garde pas les acquis qu'ont ces personnes. Donc c'est toujours le moins-disant qui va l'emporter. Et donc là, les copains, on a un exemple à Tricastin, où les gens, ils ont perdu entre 300 à 600 euros par mois. D'être repris d'une... Ils étaient convention collective métallurgique, ils sont passés à la convention collective Syntec, ils ont perdu entre 300 à 600 euros par mois. Mettez-vous à leur place, comment dans leur tête aujourd'hui, ils peuvent être au quotidien, dans leur travail, avec la rigueur qu'on attend d'eux, quoi. Ah non, c'est énorme. Voilà. Donc ce cahier des charges sociales, aujourd'hui, c'est une fumisterie. Voilà, il faut le revoir, et puis il faut le cadrer, de dire, voilà, si vous devez sélectionner des entreprises, eh bien, elles seront toutes au même tarif pour les métiers, mais par contre, vous allez prendre celle qui va vous amener le petit plus technique, le petit plus dans la gestion des déchets, qui va nous faire gagner quelque chose. Techniquement, voilà, ça sera intéressant. Mais si c'est qu'une histoire de coût du travail, je pense que là, on fait fausse route, et puis on va voir une déconvenue rapidement, quoi. Voilà. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a une précarisation générale des conditions de travail dans le nucléaire. Complètement. Et puis aujourd'hui, quand on revendique éventuellement une amélioration, on nous dit, mais si tu n'es pas content, la porte est ouverte. Et voilà. On ne veut pas retenir les gens. Parce qu'on ne recherche pas aujourd'hui un savoir, une connaissance, des compétences. Ce que l'on veut, c'est que le travail soit fait rapidement, parce qu'il y a toujours un délai à respecter, mais surtout pas cher. Donc là, le patronat aussi est bien organisé, hein, c'est le COPSAR, c'est un comité patronal qui s'occupe de toutes les activités de logistique nucléaire, qui se réunit régulièrement et qui donc se partage le gâteau au niveau du parc français, hein, pour les activités. Donc voilà, je prends la région Comanche, toi je te laisse la vallée du Rhône. Voilà. Ils jouent avec les salariés, quoi. Voilà. Et ça aussi, c'est à dénoncer. On fait quand même des formations dans le nucléaire. Il y a des formations qui sont obligatoires pour travailler sur un site nucléaire. Donc, il y a des enquêtes aussi maintenant, puisque la situation que traverse le pays avec le risque d'attentat, donc ces enquêtes ont été renforcées. Les formations aussi, on va dire, pour les entreprises sous-traitantes sont dispensées par des organismes. En 2 semaines, on va dire qu'aujourd'hui, un salarié sous-traitant peut travailler dans une entreprise pour le nucléaire et travailler sur un site nucléaire. Pour un agent statutaire, sa formation va être moins de 8 semaines. Il va être compagnonné. Compagnonné. Un ancien va le prendre un petit peu sous son épaule et le compagnonner, lui transmettre son savoir. Ça, nous ne le faisons pas dans nos entreprises, et ça aussi, c'est une grossière erreur que nous faisons. Parce qu'au sein des entreprises sous-traitantes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances, des compétences, et ça aussi, il faudra qu'on arrive à un moment donné peut-être à valoriser ce savoir des gens. Parce qu'il
quand on va faire des opérations de démantèlement, c'est quand même important de connaître l'historique d'une installation. Et il y a des gens qui nous rappellent que, ah oui, ah tiens, en telle année, il y avait eu tel incident, donc avant peut-être de casser... parce que ces historiques, souvent, nous ne les avons pas. Les exploitants ont perdu la traçabilité de tout ça. Des incidents sur les centrales. Oui. Ouais. Donc, et on se retrouve avec... on commence une intervention, et puis à un moment donné, on va se retrouver avec un mouton à 5 pattes. Et très souvent, un mouton à 5 pattes, c'est une situation qu'on n'avait pas envisagée initialement, et puis qu'il va falloir gérer, et puis des fois, ça peut être très très compliqué. Quand on se retrouve face à de l'amiante, à du plutonium, à des déchets militaires, des choses comme ça, c'est très compliqué de gérer tout ça. Et surtout, quand l'exploitant, dans son contrat commercial avec l'entreprise, il met une clause en disant ce contrat vous impose que si vous trouvez un mouton à 5 pattes, c'est vous qui le traitez, ça peut coûter très très cher à l'entreprise. On a vécu le cas à Saclay, là, il n'y a pas très longtemps, où ma société a été redevable de 300 000 € au CEA. Parce qu'on a cassé un mur, derrière ce mur il y avait une porte blindée. Quand on a ouvert cette porte blindée, on s'est retrouvé avec une montagne de déchets qui était dangereux, toxiques, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et qu'on a demandé à la société de traiter. Le CEA s'est dédouané. Ça aussi, c'est inacceptable. Voilà. Après, il y a des formations spécifiques pour chaque site, en fonction des risques spécifiques au site. Et puis derrière, on découle des habilitations. Notre employeur nous habilite à travailler sur un site nucléaire, à faire tel type d'activité. Sur tel ou tel site. Des habilitations par site. Alors, ce sont des habilitations qui sont génériques, mais on va nous habiliter à conduire, par exemple, un Fenwick, à conduire un pont, à faire des consignations électriques, à faire du contrôle technique, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, on a des copains qui se retrouvent avec des tartines d'habilitation. Ce sont des responsabilités. Ce sont des responsabilités qu'ils ont de signer des documents, de retirer les documents, de s'assurer qu'on est dans la bonne configuration pour intervenir, dans les règles. Donc ils ont une charge sur les épaules. Et ces titres d'habilitation, c'est l'employeur qui les donne aux salariés. Mais derrière, il n'y a aucune reconnaissance. Toujours pareil. Donc on est polyvalent, nous sommes un couteau suisse, on demande aux gens une polyvalence, et cette polyvalence, elle a ses limites dans le nucléaire. Elle a ses limites. On ne peut pas s'improviser radioprotectionniste, échafaudeur, mécanicien, électricien, c'est pas possible. Que l'on s'amuse dans son garage, on va dire ok, mais pas sur une installation nucléaire. Donc cette logique-là, elle est dangereuse d'une certaine façon. Pardon ? Cette logique-là, elle est dangereuse d'une certaine façon. Complètement. La polyvalence aujourd'hui qui est demandée aux salariés est dramatique. Parce que les gens, pour garder aussi leur emploi, dire je vais satisfaire la demande de mon responsable, des fois ils s'improvisent. Et ça, je pense que c'est anormal. Voilà. On ne devrait pas mettre les gens dans des situations pareilles. De choisir à faire le travail et croiser les doigts pour que ça se passe bien, on devrait pouvoir dire non, je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. Ensuite, on a un problème, les sous-traitants, c'est le suivi médical. Nous sommes catégorie A ou catégorie B, donc c'est un seuil dosimétrique qui est attribué aux salariés. Catégorie A, c'est 20 millisieverts sur l'année, 12 mois glissants. Et 20 millisieverts, c'est une mesure de radioprotection. Le public, c'est 1 millisievert. D'accord ? Les catégories B, c'est 6 millisieverts à l'année. On a un suivi médical, donc nous, qui est fait par des comités interentreprises de santé au travail. Ce sont des médecins qui sont rémunérés par nos employeurs. Et donc, quand on fait des visites, donc avec aussi la loi travail XXL, on aura des visites médicales tous les 2 ans, voire peut-être tous les 5 ans, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Il n'y a que les catégories A qui ont, eux, une visite annuelle. Et ça, on espère bien aussi le garder parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de copains, de collègues qui se retrouvent avec des pathologies. Et quand on regarde un petit peu leur parcours professionnel, ils ont été au mauvais endroit à un mauvais moment. Et tout ça, on aimerait aussi, à un moment donné, pouvoir faire reconnaître cette pathologie dans le cadre d'une maladie professionnelle. C'est quel type de pathologie ? Alors aujourd'hui, c'est des cancers.
des cancers. Donc, de la thyroïde. par exemple, des poumons, cancer du cerveau. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les victimes des essais militaires nucléaires, on reconnaît beaucoup plus de cancers liés à ces essais que pour les travailleurs. Et ça aussi, c'est une anomalie. Donc il va falloir, je pense, rééquilibrer ce tableau, parce qu'aujourd'hui, Annie Thiebaud-Monet le soulève régulièrement en disant qu'il risque d'y avoir, dans les 5 ans qui viennent, des gros problèmes sanitaires de travailleurs qui étaient dans l'industrie nucléaire, parce qu'ils sont exposés à une multitude de produits qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte, les produits chimiques. Après, on a les rayonnements ionisants, évidemment, l'amiante, les produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc nous avons une jolie panoplie d'exposition, et ça aussi, nous aimerions que ce soit considéré en termes d'exposition professionnelle et nous donner un droit de partir peut-être un peu plus tôt à la retraite, quoi. Vous partez à quel âge? Alors nous, ça sera à 62 ans, puisqu'aujourd'hui, la date, c'est 62 ans. Nos copains statutaires, nos collègues, eux, ont des statuts beaucoup plus avantageux. Ils ont des congés de fin de carrière qui leur permettent de partir beaucoup plus tôt. Et, 55 ans, 56 ans, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même eux les moins exposés, puisqu'ils font moins d'activités et ils sont moins exposés que les salariés de la sous-traitance. Donc on aimerait là aussi qu'on rééquilibre la balance, quoi, parce qu'il y a une injustice sociale là considérable, pour dire aux gens, ben écoute, tu as travaillé X années dans le nucléaire, tu as été exposé à tout un tas de cochonneries, bon, que tu partes à la retraite à 56 ans, 58 ans, bon, je ne trouverais pas ça choquant. Voilà. Nous avons des exemples aussi de contamination interne. Alors ça arrive souvent, les gens se contaminent interne, ils inhalent ou ils ingèrent malencontreusement, on va dire, de la radioactivité et elle va se fixer dans leur organisme. Donc ça, on va le détecter avec des appareils de contrôle, un anthropogammamétrie, ou lorsqu'on va faire des analyses d'urine et de sel. Aujourd'hui, toutes ces contaminations internes ne sont pas déclarées en accident du travail. Alors que nous savons qu'il y a de fortes probabilités pour que les gens, dans 15 ans, 10 ans, développent un problème de santé. Donc ce que l'on aimerait, c'est que toutes ces contaminations internes soient déclarées dans le cadre d'un accident du travail sans arrêt, parce que les gens peuvent continuer à travailler, mais si dans 10 ans ou 15 ans, le copain, le collègue se retrouve avec un problème de santé, on pourra dire, attendez, il était à cet endroit à ce moment-là, il a été contaminé interne, ça rentre dans le cadre d'une maladie professionnelle. Et ce n'est plus la sécurité sociale qui le prend en charge. Elle a assez à faire. Il y a des négociations en cours sur cette reconnaissance de maladie professionnelle? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a eu des décisions de justice? Alors, il y a quelques décisions de justice, oui. En tout cas, pour faire reconnaître une maladie professionnelle, c'est un combat. Voilà, donc je pense que quand on reconnaît des maladies professionnelles suite à une exposition au rayonnement ionisant, suite à des essais nucléaires militaires, il n'y a pas de raison que l'on ne prenne pas en compte l'exposition au rayonnement ionisant des travailleurs. Non, mais ça, sur le plan militaire, tu n'as pas de... Par exemple, c'est tout le débat sur les essais nucléaires dans le Pacifique, en fait. Tu n'as pas d'enquête épidémiologique sur toute la durée des essais. Tu as eu une enquête qui a été financée sur fonds en partie privé encore sur 400 personnes sur une recrudescence des cancers de la thyroïde. Mais tu n'as pas, en Algérie par exemple, parce qu'on faisait des essais dans le Sahara, tu n'as pas non plus... je veux dire, la question... vous êtes logé à la même enseigne entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil sur l'absence de reconnaissance. Alors, moi j'ai lu un décret donc, de Morin, M. Morin, là, qui était ministre de la Défense, et donc il a fait un décret disant que les victimes des essais nucléaires ils avaient des pathologies et qu'aujourd'hui... Les victimes, ce n'est pas les salariés. Alors voilà, il y a des populations, il y a des gens aussi qui aujourd'hui développent des problèmes de santé et donc il y a un tableau qui a été élaboré. Il y a une bonne vingtaine de cancers reconnus par rapport à ça
Et nous, dans le tableau 6 des maladies professionnelles suite au rayonnement ionisant, il y en a beaucoup moins, 3 fois moins. Donc là aussi, peut-être qu'il va falloir qu'on rééquilibre cette balance, ces 20 cancers qui soient aussi du bon côté, quoi. Parce qu'un travailleur sous-traitant en particulier qui est exposé, lui, si dans 15 ans il a un problème de santé, bon, ben, il faudrait qu'on fasse reconnaître ça en maladie professionnelle. Ce n'est pas la Sécu à le prendre en charge, c'est l'industriel, on va dire. Non, mais aujourd'hui, ça passe par des décisions de justice et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc là, je pense tu vois bien que le burn-out... Voilà. Ça, on n'en parle pas, oui. On a des inquiétudes aussi concernant le projet de grand carénage. Oui. Aujourd'hui, on envisage de prolonger la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans. Voilà. Et donc, ce qui ressort un petit peu des travaux, la réflexion qu'a eu EDF, c'était de dire on va avoir besoin de compétences parce qu'il va y avoir 5 fois plus d'activités que ce que nous connaissons actuellement. 5 fois plus d'emplois que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on parle de création d'emplois. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas réellement, on va dire, de formation des métiers dont nous avons besoin. Il faut des robinettiers, des soudeurs. Et aujourd'hui, il y a un manque là-dedans. Il faut des gens qui fassent de la radioprotection. Et tous ces trucs-là, aujourd'hui, dans la mesure où la filière n'est pas attractive pour les jeunes qui sont scolarisés, pour les jeunes ingénieurs qui veulent se lancer dans le monde professionnel, ils délaissent un petit peu aujourd'hui l'industrie nucléaire parce qu'ils ne trouvent pas une attractivité économique dans les emplois. Donc voilà, on est face quand même devant nous à des enjeux importants, des choix qui doivent être faits, et puis que ces choix soient partagés par l'ensemble des gens, et les travailleurs en particulier. Donc le grand carénage, on ne veut pas que ce soit un grand carnage social. Ce ne sera pas possible, on va dire, d'augmenter les plages horaires de travail des gens, de dire vos expositions professionnelles, nous ne les prenons pas en compte. Je pense que personne ne va pouvoir accepter ça. Et c'est dangereux, du point de vue, de ton point de vue, du point de vue des travailleurs du nucléaire, c'est considéré comme dangereux de prolonger au-delà de 40 ans là. Alors, on se pose des questions de savoir, est-ce que la machine va tenir le coup? Aujourd'hui, on a des inquiétudes avec les cuves, parce que ça, c'est un élément que nous ne savons pas remplacer. On a des inquiétudes avec les enceintes de confinement. Sinon, tout le reste, on va dire, on est en capacité aujourd'hui de remplacer un générateur de vapeur, même si des fois on en fait tomber un. Voilà. Ce qui ne devait jamais arriver. On en a fait tomber un à Paluel, par exemple. Il est tombé. Oui. Il est tombé de toute sa hauteur, 480 tonnes, dans le bâtiment réacteur de la tranche 2. Et c'était la première intervention, on va dire, pour le grand carénage. Et donc, voilà, c'est inquiétant. C'est un problème, on va dire, d'une opération de levage. Ça demande des connaissances, du matériel adapté. Et puis, il semblerait que là, on n'a pas écouté les gens qui étaient sur place, qui alertaient, les organisations syndicales présentes sur le site de Paluel, le CHSCT, qui alertait que cette opération s'engageait mal. L'exploitant a décidé de continuer coûte que coûte, parce que c'était la première grosse opération du grand carénage, une vitrine. Il fallait la réussir dans les délais, mais malheureusement, on est allé un petit peu trop vite. Donc là, il va être intéressant, je pense, pour notre députée Mathilde Panot d'analyser l'expertise qui a été faite par le cabinet Aptéis suite à cet incident. Je pense que ce que nous savons, c'est que voilà, il y a une cascade de sous-traitants sur cette activité, et puis derrière, on ne sait plus qui fait quoi, comment. L'exploitant lui-même, EDF, ne sait plus le rôle qu'il doit jouer. Donc, on voit que l'organisation du travail aujourd'hui qui est mise en place n'est pas bonne. La PGAC, la prestation globale d'assistance au chantier, les GME, les groupements momentanés d'entreprises, on voit bien que tout ça, c'est purement économique et ce n'est pas technique. Et là aussi, nous faisons fausse route. Pour moi, planifier la sortie du nucléaire à l'horizon 2050, oui, c'est quelque chose, je pense que nous devons envisager très sérieusement. Sauf que nous sommes en 2018.
2050, c'est encore loin. Et il va y avoir encore des salariés qui vont travailler, quoi. Et donc nous devons, j'insiste, mais sécuriser ces personnes. C'est grâce à elles aujourd'hui qu'il y a du courant électrique un petit peu de partout. C'est grâce à elles aujourd'hui que nous évitons de gros pépins. Et nous devons leur montrer à un moment donné peut-être une reconnaissance, je dirais, sociale. Parce que si on n'arrête pas, on va dire, la voracité que peuvent avoir aujourd'hui les actionnaires, ce système capitaliste, ben, pourquoi ne pas nous remplacer par des travailleurs détachés à un moment donné? Et puis là, avec les conséquences que ça aura pour tout ce qui est des questions de sûreté, de respect de l'environnement, toutes ces choses-là, quoi. Mardi, nous allons fêter un anniversaire, 10 ans, il y a 10 ans, sur le site de Cruas-Meiss. Nous avons eu des collègues qui se sont mis en grève et qui ont fait une grève de la faim. 9 salariés d'une entreprise sous-traitante. Et en fait, ces personnes, aujourd'hui, on va dire, perdaient un marché. L'entreprise repreneuse ne voulait pas les prendre principalement parce que beaucoup étaient élus des salariés, représentants syndicaux. Et donc, nos collègues, pendant 9 jours, ils ont mis leur vie en danger. Ils ont fait une grève de la faim. Et puis, au 9e jour, on a eu l'heureuse surprise de voir les riverains de Cruas-Meiss venir sur le site de Cruas pour empêcher les gens de rentrer sur le site. Tous les salariés, et de dire, il y a des gens qui sont en grève de la faim aujourd'hui, qui veulent garder leurs emplois, vous ne pouvez pas travailler. Donc on a eu le soutien de la population, et c'est à partir de là aussi que le repreneur de ce marché est revenu un petit peu sur sa position et a repris nos collègues. Donc ces pertes de marché, c'est le quotidien de beaucoup de salariés. Nous sommes des précaires. Des précaires. Et puis on a des contrats pour 5 ans, 6 ans d'activité. Et puis au bout de 6 ans, il y a un appel d'offres. Les compétences des gens sont remises en question. Et puis surtout, on demande aux gens de faire des efforts, de revoir un petit peu à la baisse leurs exigences financières aux salariés. C'est-à-dire que ces contrats, la plupart du temps, sont renégociés à la baisse. Quoi. Complètement. Complètement. Et ça, EDF, Orano peut dire, c'est mensonger tout ça. Aujourd'hui, leur situation économique, vous la connaissez, elle est catastrophique. Il a fallu renflouer les deux entités parce qu'elles étaient au bord de la faillite. Donc aujourd'hui, pour faire toutes les opérations de maintenance, d'assainissement, parce qu'elles ne savent plus faire, elles font appel à des entreprises extérieures, et il faut que ça leur coûte le moins cher possible. Donc oui, la situation technique, économique et sociale aujourd'hui sur le parc nucléaire devient préoccupante. Il y a des conflits un petit peu... Toutes les semaines, il y a des conflits. En ce moment, c'est sur le site de Romans. Hier, il y avait un site qui était en action, Dalkia, une entreprise qui fait de la climatisation. Bon. Et il y a une coordination entre les différentes structures syndicales des sous-traitants, etc. pour essayer de faire entendre une voix collective. Malheureusement, ça aussi, c'est peut-être une réflexion que devraient avoir les organisations syndicales, dignes de ce nom, de coordonner toutes ces entreprises sous-traitantes. Il y a des représentants syndicaux, il y a des actions qui sont un petit peu de partout aujourd'hui sur le parc nucléaire, et de coordonner les luttes, parce que les revendications sont tout le temps les mêmes. C'est une reconnaissance des métiers, et une reconnaissance de compétences, prise en compte d'exposition professionnelle. C'est commun à nous tous. Et donc là aussi, il va bien falloir à un moment donné que les syndicats s'approprient ce sujet et puis le déclinent dans les entreprises et que voilà, on puisse faire converger ces luttes ensemble parce que c'est que comme ça que nous allons y arriver, quoi. Parce qu'au fond, les intérêts des statutaires et des travailleurs des entreprises sous-traitantes peuvent converger, puisqu'il s'agit de la sûreté des centrales. Tout à fait. Les statutaires, c'est vrai, ont des conquis, ils ont gagné certaines choses par la lutte, et tant mieux, c'est très bien, ils ont montré l'exemple, c'est l'histoire aujourd'hui de notre pays, tout ce qu'ils ont acquis. Sauf qu'aujourd'hui, on revoit à la baisse ce qu'ils ont, et ça s'impacte aussi sur les entreprises extérieures. La perversité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux salariés d'entreprise d'être des actionnaires dans l'entreprise, de placer de l'argent dans l'entreprise en action pour que ça rapporte de l'argent. Donc ce côté pervers, c'est que des fois,
on peut fermer les yeux sur certaines choses. Et on devient esclavagiste, quelque part. On cautionne de la maltraitance. Donc il faudra bien qu'on arrive à faire converger les agents statutaires et les sous-traitants, parce que comme tu dis, c'est des enjeux de sûreté derrière, de sécurité, et ça, je pense qu'il faut qu'on aille ensemble là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a des statutaires qui sont embauchés aujourd'hui? Très peu. Ouais. Très peu, à ma connaissance. Alors, même si EDF dit qu'ils doivent renouveler parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite, évidemment, ils ne sont pas pris avec toutes les garanties que pouvaient avoir les anciens, puisqu'on rogne un petit peu sur leurs conquis sociaux. Donc là, ça peut devenir aussi moins attractif, comme on disait tout à l'heure, pour certains. Donc oui, on a tout intérêt à s'organiser ensemble, faire que les sous-traitants, les statutaires, nous parlions d'une même voix pour dire nous avons des métiers, des activités avec des enjeux forts. Il y a des rencontres comme ça avec les syndicats de statutaires? Alors, de mon côté, je dirais, moi, oui, je côtoie régulièrement mon organisation syndicale pour leur porter un petit peu les situations, les informations que je peux avoir. Ils sont de plus en plus réceptifs à tout ça. Et comment ça se passe, par exemple, sur l'appartenance de branche, en fait? Parce que la CGT, vous êtes tous au même... comment ça se passe? Alors, la CGT a la particularité être la première organisation syndicale sur les sites EDF. En termes de représentativité, c'est la première. Je crois qu'elle est passée en dessous des 50%, mais elle est toujours première. Sur les sites Orano, ex-Areva, la CGT est en 4e position. Oui. Donc, Pourquoi? je dirais qu'aujourd'hui, il y a des organisations syndicales qui sont dans la cogestion, l'accompagnement de choix d'entreprise, de choix stratégiques économiques. Et la CGT, sur Orano, je dirais, est plus dans la revendication de garder, d'obtenir de nouveaux droits pour les salariés, de garder ce qu'ils ont. D'autres organisations syndicales, aujourd'hui, font le choix d'accompagner et on va dire d'acter ce que demande la direction. Et c'est les salariés qui font les efforts, très souvent. Donc oui, moi j'aimerais que la FNME, qui avait élaboré en 2014 un livre qui demandait l'instauration d'un statut interprofessionnel pour tous les travailleurs du nucléaire, qu'il ressorte, parce que tous les salariés se sont identifiés à l'intérieur de ce projet, et au moins ça aurait ramené un petit peu de sérénité sur le parc, qui en a grandement besoin aujourd'hui, grandement, parce qu'aujourd'hui, ce dumping social nous conduit à faire du low cost, et ce low cost, il fait peur. Il fait peur. On habite tous à proximité des sites nucléaires. Au quotidien, les gens viennent la peur au ventre au travail, et, parce qu'il y a des méthodes aussi de management aujourd'hui qui sont inhumaines. Donc tout ça, Tu peux un peu revenir sur les méthodes de management, justement? Alors aujourd'hui, les méthodes de management, c'est d'atteindre des objectifs de satisfaction client. Il faut satisfaire le client coûte que coûte, à tout prix. Sauf... Oui. Et satisfaire le client, quand on est sur une installation qui nous manque du matériel, qui nous manque des documents, qui nous manque les ressources humaines pour faire l'activité dans les règles de l'art, l'employeur le manager va plutôt dire au salarié, s'il te plaît, essaye de faire, quoi. On croise les doigts pour que ça se passe bien. S'il réussit, éventuellement, on va lui dire, bon, t'as réussi, c'est bien. Mais c'est pas comme ça que nous devons travailler. Il y a des procédures, il y a un travail qui est prescrit et nous ne devons pas déroger à ce travail. Et aujourd'hui, il y a le réel. Et on déroge très souvent par rapport à ce qui est prescrit. Les règles de sécurité ne sont pas observées, quoi. Non. Les règles de sécurité, de radioprotection, de sûreté, on banalise aujourd'hui. Ces risques sont banalisés et donc les gens qui font ces métiers qui impactent directement ces indicateurs, ils se disent mais tout le monde peut le faire finalement. Tout le monde peut le faire. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut que les salariés relèvent la tête
et s'approprient le débat. Il va y avoir une commission d'enquête parlementaire. J'espère que les salariés vont se saisir un petit peu de ces sujets, de parler, oui, de la sécurité aujourd'hui, la sûreté, comment eux l'évaluent, parce que c'est quand même nous les mieux placés pour en parler, il me semble. Dans le débat aussi, il va falloir peut-être qu'on discute du PPI, le plan particulier d'intervention. C'est suite aussi à l'accident de Fukushima, on s'est rendu compte que l'impact des rejets radiologiques impactait un territoire sur des longues distances. Donc en France, on était dans un périmètre de 10 km, nous sommes passés à 20. Il faudrait peut-être monter à 80, voire plus, parce que on sait très bien qu'un nuage, la radioactivité peut parcourir de très très longues distances. Voilà. Donc, c'était le cas de Tchernobyl. Entre autres. Voilà. Au Fukushima, on s'est rendu compte que sur des territoires jusqu'à 300 km, on pouvait avoir des retombées radioactives. Donc pour la France, qui a la spécificité d'être le pays le plus nucléarisé du monde, de passer de 10 à 20 km, ça concerne beaucoup plus de concitoyens. Donc d'où l'intérêt aussi d'expliquer qu'ils ont intérêt eux aussi à s'approprier ce débat, de savoir qui fait quoi, comment, sur les installations, dans le périmètre où eux, ils ont leur maison, leurs enfants vont à l'école, où ils ont la famille, pour justement peut-être peser dans les choix qui peuvent être faits par, on va dire, des choix politiques, des choix économiques. Donc là aussi, c'est peut-être d'émanciper les citoyens, les salariés, de s'approprier ce débat et de parler à bâton rompu. On appelle ça la transparence. Et donc, ça me semble important de le faire. D'autant que les travailleurs du nucléaire sont souvent ceux qui habitent à côté aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui, tous ceux qui travaillent dans les centrales sont concernés aussi s'il y a un pépin. On est tous dans le périmètre des 20 km, on va dire à 90%. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est une préoccupation très présente dans les travailleurs, qu'ils soient statutaires ou sous-traitants, l'idée qu'il peut y avoir un problème. Alors l'idée qu'il peut y avoir un problème, on en est conscient, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la machine vieillit, les compétences partent, ou les compétences qui sont disponibles sont maltraitées. Je parle des salariés, sous-traitants. On leur demande de faire beaucoup de choses à la fois. Être le couteau suisse, ça va à un moment donné, quoi. La polyvalence, ça a ses limites. Donc oui, on voit des collègues qui partent à la retraite et qui nous disent en rigolant, faites pas les imbéciles, quoi. Faites pas les imbéciles. Donc voilà, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, l'incident, M. Pierre-Franck Chevet aussi le dit, l'ASN, patron de l'ASN, que nous devons nous préparer à un incident nucléaire majeur. Nous devons nous y préparer. Donc nous y préparer, ça veut dire mettre en place des moyens organisés, informer les populations, et comme je pense aussi peut-être, c'est un peu le mal français, ou c'est les garçons, je ne sais pas, dès qu'on voit un camion de pompiers, on est un peu ébahi. La sirène, un camion rouge, ça nous... ces gens font une activité qui est très honorable. Et avant de faire intervenir des pompiers, peut-être qu'on peut intervenir pour minimiser l'impact de l'incident, quoi. Donc dans la mesure où sur les sites nucléaires, il y a une multitude de compétences disponibles à l'instant T, on peut peut-être faire en sorte que les travailleurs, sur la base du volontariat, participent à minimiser l'impact que peut avoir l'incident. Je dirais c'est un engagement aussi citoyen, tout ça. De faire en sorte que, oui, j'ai des compétences, je sais faire, je sais où se trouve le matériel pour éviter que ça se propage, que ça se dégrade encore plus. J'interviens, c'est citoyen, c'est une démarche forte. Ça s'est déjà produit d'ailleurs, non, à Blaye, l'ingénieur qui a réussi à arrêter la centrale à temps avant qu'il y ait plus de problèmes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et puis dernièrement aussi à Fukushima, donc le site de Fukushima a été submergé par une vague, par un tsunami. À 40 km, on va dire, il y avait un autre site qui était aussi en bord de mer, qui lui aussi a été submergé par la vague. Même problématique à Fukushima, ils avaient perdu l'alimentation électrique des groupes de secours. Le bon réflexe qu'a eu, on va dire,
l'exploitant de Fukushima, je crois que ça s'appelle Fukushima Daini ou Daiichi, un truc comme ça. Il a vu que ses équipes étaient dans l'incapacité de connecter les alimentations, les groupes électrogènes. Il ne savait pas où se trouvaient les coffrets électriques. Il a pris son téléphone, il a appelé l'entreprise sous-traitante qui intervenait pour les métiers d'électricité. Les gens sont intervenus, ils ont pu réalimenter les groupes de secours et on a évité la fusion des réacteurs. Ah oui. Voilà. Alors ça, ce sont M. Pierre Jamet de l'ASN aussi qui nous a parlé de cette situation à Fukushima, de l'importance qu'ont pu jouer les salariés présents sur le site et ceux des sous-traitants particuliers. Voilà. Donc peut-être que dans le cadre d'une situation majeure, il faudra qu'on y réfléchisse. Comment les salariés peuvent intervenir, voilà. Les sous-traitants, ils sont présents tout le temps sur le site? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. On intervient en état de demeure, on va dire, nous sommes des permanents. Nous faisons des activités permanentes. Alors sur les sites EDF, il y a les arrêts de tranche ou des grosses opérations qui nécessitent ponctuellement plus de personnel. Donc là, on a des nomades, des fois, ce que l'on appelle, des gens qui font un peu le tour de la France, qui eux aussi, des fois, rencontrent des difficultés en termes de rémunération concernant le grand déplacement. Parce que nos collègues, il faut bien comprendre qu'ils partent pour des longues périodes, très souvent. Ils laissent leur famille, leur activité sociale qu'ils peuvent avoir. Et puis, des fois, c'est pour avoir un dédommagement journalier à hauteur de 72 €. Donc, je défie les gens, avec 72 € de se loger, de manger correctement, 5 fruits, 5 légumes, hein, puisque c'est bon pour notre santé, avec 72 € de le faire. Donc nos copains font des sacrifices forcément sur des repas, sur le logement, et puis le lendemain ils interviennent sur du matériel important pour la sûreté. Là aussi je crois qu'il va falloir que l'on arrête un petit peu tout ça, quoi. Et alors dans le cas moi il y a quelque chose qui m'intéresse quand même grandement, c'est quel peut être le rôle joué par les travailleurs du nucléaire aujourd'hui dans le démantèlement des centrales. Parce que si on arrivait au pouvoir, on en arrêterait. Donc quel est le rôle qu'ils peuvent jouer? Alors donc le rôle qu'ils peuvent jouer va être primordial. Parce que donc depuis les années 90, les exploitants sous-traitent à tout va. Et donc aujourd'hui, ils n'exercent plus les métiers. Les compétences et les connaissances sont passées dans les entreprises sous-traitantes. Et quand donc on va décider d'arrêter des tranches, ça va prendre un certain temps pour la mettre en sécurité, pour évacuer le combustible. Ça va nécessiter moins peut-être de personnel dans un premier temps. Sauf que quand on va démanteler, on va avoir besoin des connaissances de ces personnels qui, comme très souvent, connaissent l'installation sur le bout des doigts, connaissent les activités, parce que le démantèlement, c'est un métier à part entière, quoi. On n'est pas, comment dire, c'est pas une activité anodine. Il y a des enjeux forts derrière tout ça, quoi. Il y a des déchets qui vont être générés, et puis il y a des conditions d'intervention qui sont souvent pénibles. Et donc tout ça aussi, il faut bien que l'on ait à l'esprit. Et donc les travailleurs du nucléaire, bien évidemment, auront un rôle capital, je dirais, dans la déconstruction. Et dans le cas dont tu dis, effectivement, peut-être que dans un premier temps, ça mobiliserait moins de personnel. Donc à ce moment-là, les statutaires, de toute façon, ils sont protégés par leur statut, donc ils seraient reclassés, etc. Et donc il faudrait, de ton point de vue et du point de vue des organisations dans lesquelles tu es, est-ce qu'il faudrait intégrer les sous-traitants au statut, en fait, c'est-à-dire faire des sous-traitants des statutaires, par exemple, les protéger? On dit souvent, nous, qu'il faut réinternaliser. Il y a des métiers qu'il faut réinternaliser, qu'on ne devrait pas sous-traiter. Oui, à EDF comme à Orano aussi, à Orano ou au CEA. Réinternaliser des activités. Après, le personnel qui ne serait pas utilisé, on va dire... Vous êtes des sous-traitants, mais vous n'êtes pas des vacataires. C'est-à-dire que j'entends bien la démarche de vouloir... mais ça ne fonctionne pas comme des vases communicants, parce que tu peux à la fois... Tu vois, vous n'êtes pas embauchés comme des vacataires d'EDF.
Non, on est des sous-traitants. Voilà, donc... on est des prestataires de services. Voilà, donc même si ça peut se rejoindre, il y a une bataille pour le statut des prestataires. Oui. Ce qui ne veut pas dire que tu pourrais hypothétiquement obtenir un statut des prestataires tout à fait satisfaisant sans que ces prestataires deviennent des salariés d'EDF. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On pourrait très bien, comme tu dis, oui, garder le statut qu'ont obtenu aujourd'hui les collègues, mais de faire, nous, un statut plancher pour les entreprises extérieures. Un plancher. De ne pas pouvoir aller plus bas. Donc. Ouais. Après, celui qui voudra faire mieux, ben, très bien, tant mieux. Mais fixer des règles pour que les gens, aujourd'hui, puissent dire je fais un métier, je vis de mon travail, parce que pour beaucoup, nous n'avons pas de stock option, on n'a pas d'intéressement ou autre que le propre travail que nous faisons. Donc on a intérêt à se battre, on va dire, pour que le travail que l'on réalise soit payé correctement, quoi. On n'a pas d'appartement, on n'a pas de loyer qui tombe, enfin voilà, des choses comme ça. Donc nous avons des métiers, et ces métiers, il faut qu'on arrive à les faire comprendre aux populations aussi, aux gens. Moi je paye ma facture d'électricité comme vous tous. Les agents statutaires, tant mieux pour eux, voilà, ils ont une moindre, contribution. Voilà, ils l'ont obtenu, c'est tant mieux pour eux. On va pas le socle plancher n'irait pas jusque-là quand même.